Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité est aujourd'hui Didier Gozmin, bonjour. Bonjour. Chef de groupe des FDF au Parlement régional, en tout cas dans le Parlement sortant, réélu et réélu brillamment, on y reviendra dans un instant, député dans la prochaine Assemblée. Je voudrais qu'on commence par parler de l'invalidation, de la validation du processus électoral. Le bureau principal a décidé de valider l'élection, c'était cette nuit. Il a bien fait de le faire ou pas ? C'est de la responsabilité du juge du tribunal. Donc moi, je n'ai pas à intervenir dans le pouvoir exécutif. Elles sont validées, même s'il y a quand même eu de gros problèmes sur le plan informatique, et ça nécessitera quand même, au niveau de l'intérieur, un peu plus d'explications que cela, quant aux causes, quant aux responsabilités et quant à l'avenir. Ouais. On valide, mais on annule 1500 voix, c'est un petit peu embêtant, non ? Bah, écoutez, je vous le dis, moi, ce n'est pas à moi de juger. Le tribunal a pris sa responsabilité et je respecte les décisions de justice. Quand vous dites il faudra que l'intérieur s'explique, ça veut dire que c'est Joël Milquet qui devra fournir des explications ? Bien entendu, elle est responsable de ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé au ministère de l'Intérieur. Je ne dis pas que c'est elle personnellement, mais comme ministre, il faut assumer la responsabilité de débarrapage, de bugage, comme on dit, sur le plan informatique, parce que c'est quand même un moment important, une élection, et laisser des doutes sur une validité d'élection, c'est toujours gênant sur le plan démocratique. Alors, deux questions sur ça. Est-ce qu'il faut revenir au vote papier, et est-ce qu'on peut continuer à laisser des sociétés privées organiser des élections ? On se rend bien compte qu'aujourd'hui, avec les dérapages et les inconnus et les inquiétudes, voire les soupçons, je dirais que le ministère de l'Intérieur a sonné le glas du système informatique. Donc on vient en vote papier. Il faudra beaucoup pour retrouver la confiance et la fiabilité. Et donc c'est les régions qui organisent notamment un certain nombre de scrutins. C'est la région, mais ce sont les communes qui payent pour l'essentiel, faut-il le dire. Alors c'est un peu fort que ce soit les communes qui finalement doivent payer. Ce n'est pas le matériel des communes qui est mis en cause, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur que finalement... Mais imaginons que vous êtes dans la prochaine majorité régionale à Bruxelles, vous demandez qu'on vienne au vote papier ou on investit dans de nouvelles machines. Je pense très sincèrement que on ne peut pas maintenant se lancer dans le vote informatique avec les imprécisions qu'on a eues et le coût que ça représente. Non seulement ça coûte plus cher, et en plus, on voit bien un problème de fiabilité. Saïd Kossé, donc est un membre du FDF à Schaerbeek, a annoncé hier soir son intention d'introduire un recours. Il y a d'autres candidats qui le suivent. Il a raison de le faire ou c'est une démarche individuelle qui n'engage pas le FDF ? C'est une démarche individuelle. Le FDF ne contestera pas la validité de l'élection ? Non, je vous dis, nous sommes respectueux de l'état de droit, mais je peux comprendre que des gens individuellement puissent se poser un certain nombre de questions. Alors, le score des élections, vous l'avez déjà commenté dimanche soir sur le plateau de Télé Bruxelles, 14,8%, 12 députés, c'est un député de plus que dans l'Assemblée sortante, avec un contexte particulier puisqu'on avait eu en cours de mandat le divorce entre le mouvement réformateur et le FDF. C'est un bon score ou vous espériez plus ? Non, c'est un très bon score. Vous savez, moi, on m'a confié une équipe de 11 parlementaires et je reviens avec une équipe de 12. C'est un très bon score dans le contexte d'abord du divorce du MR, dans le rapport de force avec le MR. C'est une augmentation beaucoup plus substantielle que 1. Et puis enfin, le score personnel est encore, je dirais, une touche supplémentaire de légitimité. Sur le gâteau, 29 206 voix, ça vous place en première position des voix de préférence sur Bruxelles. C'était quelque chose que vous envisagiez ou c'est une surprise ? Je n'envisageais pas cela, j'espérais quand même un bon score. Vous savez, toutes les têtes de liste étaient candidats ministre-président. Et je pense qu'il y avait des regards un peu plus assurés à l'égard de certains que vers moi. Et donc, manifestement, l'électeur estime à cet égard-là que j'avais et j'ai la plus grande légitimité. Ça veut dire que si le FDF est dans une majorité, vous réclamerez la ministre-présidence ou pas ? Vous savez très bien que c'est un problème de rapport de force et que ce n'est pas uniquement un problème de score. Et c'est normal aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les scores individuels, il y a aussi les résultats des partis qui doivent être pris en compte. Ouais, mais allez, vous aviez dit que ce serait probablement votre dernière campagne en tant que tête de liste. Quand vous voyez un score pareil, vous vous dites peut-être que j'en ferai encore une après ou pas ? Non. Non, je ne changerai pas d'avis. Non, je ne changerai pas d'avis. Il aurait fallu franchir la barre des 30 000. Non, pas du tout, mais je pense qu'il faut aussi à un moment donné préparer la relève. Ça sera ma seconde responsabilité à l'égard de mon parti, c'est mettre une équipe de jeunes, tous les niveaux, au niveau communal comme au niveau régional, pour que le FDF confirme à l'avenir. Alors, les négociations, elles commenceront demain, vendredi, en ce qui concerne la région bruxelloise, début de semaine prochaine en ce qui concerne la fédération de Bruxelles, la communauté française, en d'autres termes. Vous souhaitez
souhaitez être associé aussi aux discussions à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou le FDF est uniquement concerné par Bruxelles? Non, nous serons associés aux deux négociations. Des rendez-vous sont pris à la fois pour vendredi et pour lundi pour la communauté française. Et c'est important pour le FDF de participer aux discussions à la Fédération? Bien entendu, nous l'avons dit, je pense que nous avons été les premiers à le dire, il est essentiel à l'avenir que le programme de la communauté française soit l'expression, le reflet exact des besoins et des réalités régionales. À Bruxelles, différentes de celles de la Wallonie. À Bruxelles, différentes selon telle ou telle partie de Bruxelles. Et donc, il est essentiel qu'on ne connaisse plus une communauté française qui soit un peu désincarnée, on l'a vu, qui n'a pas pris en compte le boom démographique, qui n'a pas investi dans les crèches et qui trop tard s'est réveillé par rapport à ces enjeux-là et qui ne s'est pas non plus inquiété quant aux difficultés de formation et de qualification de nos jeunes. Donc ces défis-là, il faut les rencontrer ensemble, communauté française et région bruxelloise et wallonne. Alors, vendredi, on commence par la région bruxelloise. C'est le Parti socialiste qui a communiqué les horaires. Vous, ce sera 16h30. C'est Didier Gauzin ou Olivier Minguin qui représentera le FDF? Probablement tous les deux. Vous viendrez à deux? Probablement. Donc, comme Paul Magnette et Yodi Roupeau au fédéral, ce sera un duo pour le FDF. Voilà, tout à fait. C'est quoi l'idée d'un premier rendez-vous dans ce genre de négociation? Est-ce qu'on commence réellement à tester les partenaires? Est-ce qu'on met des choses sur la table? Est-ce qu'on pose des exigences? Je pense que le Parti socialiste, qui a la main incontestablement, puisqu'il est le premier parti à Bruxelles et en Wallonie, va interroger les différents autres partis quant aux priorités. Et nous, nos priorités, elles ont été clairement énoncées. On ne va pas changer de discours entre avant les élections et après les élections. Je sais que dans d'autres partis, on est déjà en train de préparer des sauts de cartes. À qui vous pensez? Je pense que le MR, qui a fait une campagne très anti-PS, est en train aujourd'hui de faire les yeux doux pour rentrer à tout prix dans une coalition avec le Parti socialiste. Ça veut donc dire que leurs priorités vont devoir évoluer. Nous avons eu des priorités claires, nous les énoncerons, on les a énoncées durant la campagne, on va les redire vendredi et lundi. Alors, je vais vous poser quelques questions posées par des téléspectateurs et qui concernent un petit peu ce thème-là. Philippe Scoupen vous demande, c'est quoi pour vous un programme progressiste pour Bruxelles? Un programme progressiste pour Bruxelles, c'est mettre Bruxelles en dehors du rouge. Pas d'allusion au Parti socialiste, mais dans le rouge budgétaire. C'est faire en sorte que nous ne soyons plus demandeurs. C'est faire en sorte qu'on se concentre sur un certain nombre de priorités. Nous l'avons dit, c'était le logement, c'était la formation, la qualification, c'était la mobilité, avec des propositions très concrètes en ce qui nous concerne. C'était aussi ne pas faire de promesses que nous ne pourrions pas tenir, notamment en diminution à tout va de l'impôt. Et donc vous pouvez vous reconnaître dans l'adjectif progressiste, qui est celui qui a été employé par Loreton Cullings en début de semaine. Oui, mais moi, depuis toujours, je me reconnais dans l'adjectif progressiste. On m'a toujours considéré que j'étais plutôt progressiste. Ça veut dire quoi, progressiste? C'est quelqu'un qui voit l'avenir et qui se bat pour l'avenir. C'était notre slogan. Oui, Bruxelles a un avenir. Pas plus progressiste que ça. Ouais. Redouane vous demande, en comparant les programmes, de quel parti vous vous sentez le plus proche, le PS ou le MR? Je pense que le PS, je l'ai toujours dit, a une vision globale de l'avenir de la région. On a bien entendu des points de divergence. J'ai le sentiment que du côté du MR, cette vision globale n'existe toujours pas. Bien sûr qu'il y a des choses intéressantes dans le programme. Ça veut dire que vous pouvez entrer facilement, ou en tout cas après discussion, dans une négociation et dans une majorité avec le PS, et que c'est plus compliqué avec le mouvement réformateur? Mais c'est en tout cas beaucoup plus brouillon au niveau du MR. On ne voit pas très bien les lignes claires de ce qu'ils veulent. C'est un peu, on tire un peu tous azimuts. Ça ne veut pas dire qu'en tirant tous azimuts, tout est mauvais. Il y a des choses qui sont évidemment intéressantes, mais il n'y a pas de ligne claire au niveau du programme. Donc du il y a MR. une préférence pour le PS, si je comprends bien, du côté... De toute façon, je n'ai pas à émettre une préférence. Je dis simplement, c'est le Parti socialiste qui aura la main. C'est le Parti socialiste qui va entendre les différents partenaires et c'est le Parti socialiste qui va faire la synthèse. Et je dirais même que c'est le Parti socialiste qui va faire des propositions. Alors, on a parlé de Bruxelles. Je voudrais qu'on dise un mot sur les négociations fédérales, puisque Olivier Minguin a vu hier Bart de Wever. Pourquoi est-ce que ça a été si court? Ben, j'en sais rien. Probablement que M. Bart de Wever n'a pas prêté le même attention à Olivier Minguin, mais c'est plutôt rafraîchissant. Ça veut donc dire qu'Olivier Minguin a certainement dit que pour le FDF, il n'est pas question d'entrer dans la logique de la NVA. Et je présume que ça raccourcit considérablement le temps des négociations. Ouais. Est-ce que vous pensez que Bart de Wever doit intégrer un gouvernement fédéral, une majorité fédérale, quand on est le
premier parti en Flandre, qu'on progresse. Est-ce que ce ne serait pas légitime? La NVA, si elle veut montrer qu'elle est un parti de responsabilité, doit prendre des risques et doit assumer ses responsabilités. Mais encore une fois, les campagnes ont été tellement clichées de part et d'autre, notamment au niveau de la NVA, mais aussi de certains partis qui ont dit d'abord qu'ils étaient intéressés par la NVA et puis qui disaient tout le mal de la NVA. Donc maintenant, tous ces partis-là vont devoir un peu trouver quelque chose de plausible à ramener. Donc Bart De Wever doit prendre ses responsabilités. Le pourra-t-il? Le voudra-t-il? C'est la question. Est-ce qu'on doit avoir des majorités plus ou moins symétriques, ou en tout cas en état de dialoguer entre les francophones qui siégeront au fédéral et ce qui se passera dans les régions, où ça n'a rien à voir, vous savez, il n'y a pas de lien? Il y aura toujours des majorités en partie symétriques, parce qu'il y aura toujours des partis importants qui se retrouveront à tous les niveaux de pouvoir. Et donc je ne peux pas concevoir qu'un parti qui se trouverait par exemple aux 3 niveaux de pouvoir dise autre chose au fédéral qu'il dit et défend au niveau régional. Ça va compliquer l'équation, ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Remarquez que l'Olivier, c'était la symétrie entre la communauté française et la région bruxelloise. Ça n'a pas empêché de dysfonctionner et de constater que la communauté française n'était pas du tout là où il fallait être pour faire face aux défis démographiques à Bruxelles. Il faudra un représentant bruxellois à la vice-présidence de la communauté française, ou à la ministre-présidence de la communauté française, ou au budget. C'est quoi la bonne solution? Je l'ai toujours dit, je dis que le ministre-président de la région bruxelloise devra avoir un rôle important au sein de la communauté française pour être précisément le garant de la réalisation des programmes et des objectifs régionaux. Même si le ministre-président bruxellois, il est aussi ministre-président bruxellois des néerlandophones de Bruxelles? Oui, mais vous savez, résoudre le boom démographique, ce n'est pas défendre uniquement les francophones. Je pense qu'un néerlandophone ne se réjouit pas de voir qu'il y ait des classes containers pour les francophones. Alors, j'ai une dernière question pour vous. C'est une question d'un internaute à nouveau. Elle concerne le dossier qui a fait couler tellement d'encre pendant cette campagne. Quelles sont, d'après vous, les possibilités de voir l'action en cessation environnementale de la région bruxelloise aboutir dans le courant du mois de juillet? Oh, aucune. Je l'ai dit, ce n'est pas avant octobre. La question est de savoir maintenant comment les partis qui se sont durement positionnés après avoir cautionné le plan Wathelet, les 3 partis du gouvernement fédéral sortant, comment vont-ils maintenant respecter leurs engagements? C'est là-dessus que devra s'organiser toute la pression. Quant à la région bruxelloise, il faudra réactiver enfin l'arrêté Gozouin, il faudra lever les sanctions et étendre le réseau de sonomètres pour faire pression, pour éviter des situations style plan Wathelet. Et le moratoire du plan ou le nouveau plan, ça se décide au fédéral? Ou la région aura son mot à dire? Ça se décide au fédéral, mais il est prévu qu'il y ait des accords de coopération. Donc, en principe, si le fédéral travaille correctement, et comme cela a été annoncé avant les élections, il y aura nécessairement un contact avec les régions. Didier Gozouin, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Stéphanie Meyer qui mènera l'interview à 12h45. Et dans un instant, c'est la météo. Bon après-midi à tous.